C'était un vieil avocat vêtu d'un costume bon marché. Mais ce qu'il m'apporta allait changer ma vie à jamais. Ce que j'ai découvert dans la maison abandonnée de ma grand-mère n'était pas seulement un secret. C'était une seconde chance dont je ne soupçonnais pas l'existence. Si c'est la première fois que vous venez ici et que vous pensez que notre passé ne doit pas nécessairement déterminer notre avenir, pensez à vous abonner. Nous racontons des histoires pour les personnes qui ont dû se battre pour connaître une fin heureuse. Le jour où j'ai eu 18 ans, j'ai cessé d'exister légalement, du moins aux yeux de l'État. Pendant 10 ans, j'avais été un dossier dans un classeur, une ligne dans un budget, un pupille du système. Désormais, je n'étais plus que Léo. Sans nom de famille, sans famille à appeler, sans foyer où retourner. Le foyer d'accueil, un bâtiment en briques stérile qui sentait toujours vaguement l'eau de Javel et de le regret, m'avait préparé à ce jour avec une série de brochures sur la gestion budgétaire et un seul carton pour mes affaires. Toutes mes possessions terrestres y tenaient largement. 3 vêtements de rechange, un exemplaire usé d'un livre que j'avais lu une douzaine de fois et une photo défraîchie d'une femme dont je me souvenais à peine, ma grand-mère. La directrice du foyer, Madame Gab, une femme dont le sourire n'atteignait jamais tout à fait les yeux, m'a appelé dans son bureau. C'était une formalité, la dernière vérification. Elle m'a remis une enveloppe contenant mon allocation d'émancipation, quelques centaines de dollars destinés à me lancer dans le monde. Cela ressemblait moins à un lancement qu'à une poussée dans le vide. « Nous te souhaitons bonne chance, Léo », m'a-t-elle dit d'une voix exercée et détachée. « Le monde est ce que tu en fais. » J'ai acquiescé, ces mots me paraissant creux et inutiles. D'aussi loin que je me souvienne, mon monde avait été façonné pour moi par d'autres. Des horaires, des règles, des portes verrouillées. L'idée de créer mon propre monde m'était aussi étrangère qu'une langue que je n'avais jamais entendue. C'est alors qu'il est arrivé. Un homme que je n'avais jamais vu auparavant se tenait à la porte du bureau de Madame Gable. Il était plus âgé, peut-être la soixantaine bien avancée, avec des cheveux grisonnants soigneusement peignés sur le côté et un costume qui avait connu des jours meilleurs. Il portait une mallette en cuir usé et semblait profondément déplacé dans le beige institutionnel du couloir. « Leo Vance ?» demanda-t-il. Sa voix était calme, posée. C'était la première fois depuis des années qu'un inconnu prononçait mon nom complet. Madame Gable regarda tour à tour l'homme et moi, l'air à la fois agacé et curieux. « Et vous êtes? » Harris Thorne, dit l'homme en inclinant légèrement la tête. « Je suis avocat. Je représente la succession d'Eleanor Vance, le nom de ma grand-mère. » Cela me frappa comme un coup physique, comme un fantôme entrant dans la pièce. Eleanor Vance était un mythe, un souvenir vague de cannelle et de terre. La femme sur la photo qui, d'après mon dossier, m'avait abandonné à une gare routière quand j'avais 8 ans. Son testament avait été lu peu après sa mort, il y a 2 ans, un événement sans importance pour moi puisque j'étais mineur et sous la tutelle de l'État. Le système avait absorbé la nouvelle dans un silence bureaucratique. On m'avait dit qu'il ne restait rien, rien pour moi. « Monsieur Vance n'est plus sous la tutelle de cet établissement », dit Madame Gable d'un ton sec. « Il est désormais libre de ses mouvements. » C'était un renvoi, elle se lavait les mains de moi une dernière fois. Monsieur Thorne lui adressa un sourire poli et détendu, puis reporta toute son attention sur moi. « Puis-je vous parler un instant, mon garçon? Il y a certaines questions complexes concernant la succession de votre grand-mère. Maintenant que vous avez atteint l'âge de la majorité, nous pouvons enfin les aborder. » Je le suivis jusqu'au trottoir, ma seule boîte sous le bras. Le monde à l'extérieur du portail du foyer semblait incroyablement vaste et bruyant. Nous nous sommes assis sur un banc en béton froid, le trafic de la ville bourdonnant d'un rythme nerveux autour de nous. Il a ouvert sa maillette et en a sorti une épaisse enveloppe en papier craft. Le papier était vieux, ramolli sur les bords. « Le décès de ta grand-mère a été soudain », a-t-il commencé, choisissant ses mots avec soin. L'État a bien sûr été informé. Ils ont conclu que sa succession était insolvable. Une petite propriété lourdement hypothéquée, des arriérés d'impôts importants. Elle a été jugée sans valeur et, officiellement, vous n'avez donc rien hérité. J'ai haussé les épaules. C'était l'histoire que j'avais toujours connue. D'accord. Mais ce n'était pas toute la vérité, a-t-il poursuivi, en me regardant dans les yeux. J'ai réalisé que c'était un des yeux bienveillants, fatigué, mais bienveillant. Eleanor a été ma cliente pendant de nombreuses années. C'était une femme très particulière, réfléchie. Elle avait tout organisé d'une manière bien précise.
Il sortit de l'enveloppe une lourde clé en fer à l'ancienne. Elle était ornée, rouillée dans les rainures, et semblait froide et lourde dans ma paume. Elle t'a laissé ça. Elle devait être remise le jour de ton 18e anniversaire et pas un jour avant. Je fixai la clé. C'était un objet réel issu d'une vie que je croyais être un rêve. À quoi sert-elle? Elle sert pour la maison, m'a-t-il répondu. Sa maison dans le comté de Cinder Creek. Elle est à toi maintenant, Léo. Officiellement. Il m'a ensuite expliqué les détails, le jargon, un brouillard de termes juridiques. La propriété se trouvait dans une région reculée et non incorporée de l'État. Les arriérés d'impôts dus au comté étaient considérables, près de 10 000 $. Une offre avait déjà été faite pour le terrain par une société de promotion immobilière, un montant dérisoire qui couvrirait à peine la dette et me laisserait quelques milliers de dollars. L'offre était valable pendant 30 jours. Passé ce délai, le comté saisirait la propriété et la mettrait aux enchères. Donc, j'ai hérité d'une dette, ai-je dit. L'amertume familière revenait dans ma voix. Cela ressemblait à une blague cruelle. La femme qui m'avait laissé sans rien avait réussi à me laisser avec moins que rien. Ou vous avez hérité d'un choix, corrigea gentiment M. Thorne. La société West Pine Development veut le terrain pour le bois et les droits sur l'eau. Elle vous offre 15 000 $. Après le prélèvement fiscal, il vous resterait environ 5 000 $. C'est un nouveau départ, 5 000 $. C'était plus d'argent que je n'avais jamais eu dans ma vie. C'était un billet de bus pour n'importe où, une caution pour un appartement, un rempart contre le monde qui attendait de me dévorer. C'était le choix intelligent, le seul choix possible. Ou bien, demandai-je, détestant la lueur d'espoir qui brillait dans mon cœur, où tu trouves un moyen de payer les impôts et de garder la propriété, dit-il, le visage impassible. Elane aimait cette terre. Elle voulait que tu l'aies. C'est tout ce que je sais avec certitude. Il me tendit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété, une carte avec un cercle dessiné à la main autour d'un terrain et l'offre officielle du promoteur immobilier. Il y avait également une petite note scellée. Mon nom était écrit au recto d'une écriture tremblante et élégante que je reconnaissais, car elle était identique à celle de la carte d'anniversaire que je lui avais reçue il y a des années. En tant qu'avocat, je dois vous conseiller d'accepter l'argent, Leo, dit M. Thorne en se levant. C'est la chose la plus pratique et la plus sensée à faire. Mais en tant qu'ami de votre grand-mère, je dois vous conseiller d'aller au moins voir la propriété d'abord. Cinder Creek est loin d'ici, mais un billet de bus ne coûte pas cher. Il me donna sa carte. Appelez-moi quand vous aurez pris votre décision. Vous avez 30 jours. Puis il partit, me laissant sur le banc avec une clé, une carte et un fantôme. Les 5 000 $ me semblaient être une bouée de sauvetage. Mais la clé me semblait être une encre qui me tirait vers un passé que j'avais passé 10 ans à essayer d'oublier. Je suis resté assise là pendant longtemps, le bruit de la ville s'estompant en un grondement sourd. Pour la première fois de ma vie, personne ne me disait où aller ni quoi faire. J'avais le choix, et cela me terrifiait. Cette nuit-là, j'ai dormi sur un lit de camp dans un refuge, la clé en fer serré dans ma main. Son poids froid m'apportait un réconfort étrange et indésirable. Le lendemain matin, j'ai acheté un billet de bus aller simple pour un endroit où je n'étais jamais allé. Un endroit qui était, pour le meilleur ou pour le pire, le mien. Le trajet en bus a été une transition lente et bruyante d'un monde à l'autre. Il s'est éloigné de l'étendue grise de la ville, laissant derrière lui le béton et le bruit, pour s'enfoncer dans les coins verts et oubliés de l'État. Pendant des heures, j'ai regardé le paysage changer à travers la vitre sale. Le réseau dense de rues a laissé place à des routes de campagne sinueuses. Les grands immeubles ont été remplacés par des collines ondulantes et des forêts denses de pins et de chênes. C'était un monde qui respirait à un rythme différent, lent et profond. Je me sentais comme un corps étranger transporté dans cet univers, quelque chose de fabriqué et de déplacé. Il y avait peu de passagers. Une vieille femme tricotait une écharpe informe. Un jeune soldat dormait, la tête appuyée contre la vitre. Une mère essayait de calmer un enfant agité. Ils semblaient tous appartenir au monde extérieur. Je n'appartenais à aucun monde. Je sortis la lettre que M. Thorne m'avait donnée. Mon nom, Leo, écrit de la main de ma grand-mère. J'avais tracé ces lettres 100 fois. Je l'ouvris. Le papier était fragile et le message à l'intérieur était court. Mon cher garçon, si tu lis ceci, c'est que je suis parti et que tu es un homme.
Je sais que tu te poses des questions. Les réponses se trouvent à la maison. Sois courageux. La clé ouvre plus que la porte. Toujours, Eleanor. Les réponses sont à la maison. Les mots résonnaient dans ma tête. Quelle maison? La seule maison que j'avais connue était une série de placements temporaires, des chambres qui ne m'avaient jamais semblé miennes. Cet endroit, ce Cinder Creek, n'était qu'un nom sur une carte, un passif, une dette. Mais la note était la première communication directe que j'avais eue d'elle depuis une décennie. Cela ressemblait moins à un message qu'à une convocation. Le bus s'arrêta dans ce qu'on pouvait à peine appeler une ville. C'était un carrefour avec une station-service, un magasin général avec un porche affaissé et un bureau de poste. Le panneau indiquait « Bienvenue à Harmony », mais le nom semblait ironique. L'air était chargé de l'odeur de la terre humide et des aiguilles de pin. Le silence était si profond qu'il semblait plus bruyant que la circulation urbaine. J'étais le seul à descendre. Le chauffeur de bus, un homme corpulent au visage aimable et buriné, me regarda avec une curiosité non dissimulée. « C'est votre arrêt, fiston? »« Je crois, oui, » répondis-je en lui montrant la carte que M. Thorne m'avait donnée. « Je cherche une propriété près d'Old Mill Road. » Il plissa les yeux en regardant la carte, puis me regarda. « La propriété Vance. Je n'ai pas entendu ce nom depuis longtemps. La maison de la vieille Eleanor. Vous êtes de la famille? Son petit-fils? » Ai-je dit, les mots me semblant étranges sur ma langue. Il acquiesça lentement, son expression se transformant en quelque chose qui ressemblait à de la sympathie. C'était une femme dure, votre grand-mère. Elle vivait recluse. Cette maison est vide depuis 2 ans maintenant. Elle se trouve à 5 bons kilomètres d'ici. Vous avez un moyen de transport? J'ai secoué la tête. Toutes mes économies, moins le prix du ticket de bus, se résumaient à quelques centaines de dollars dans ma poche. Un taxi était un luxe que je ne pouvais même pas imaginer. « Eh bien, » dit-il en soupirant, « la route est boueuse à cette période de l'année. Faites attention où vous marchez. » Il ferma les portes du bus et dans un sifflement des freins à air, mon dernier lien avec le monde que je connaissais s'éloigna, me laissant seul dans un silence oppressant. La marche fut longue. La route ressemblait davantage à une suggestion, un chemin de terre qui s'enfonçait profondément dans les bois. Les arbres poussaient en abondance de chaque côté, leurs branches s'entremêlant au-dessus de nos têtes, créant un tunnel vert. La lumière qui filtrait à travers était faible, tachetée. C'était magnifique, mais c'était une beauté sauvage intimidante. Je me sentais petit, comme un intrus. Chaque bruissement dans les sous-bois faisait sursauter mes nerfs endurcis par la ville. J'étais un garçon élevé entre béton et sirène, et ce silence profond et organique me déstabilisait. Après ce qui m'a semblé une éternité, je l'ai vu. Une boîte aux lettres rouillée à moitié engloutie par des buissons envahissants, avec le nom Vance, à peine visible sous la rouille. Une allée de gravier, désormais plus envahie par les mauvaises herbes que recouverte de gravier, menait vers les arbres. Je l'ai suivi, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Puis la forêt s'est ouverte et j'ai vu la maison. Elle était petite, une simple cabane en bois avec un toit en tôle strié de rouille. La peinture, qui était probablement autrefois d'un bleu joyeux, s'était écaillée et avait pris une teinte gris fantomatique. Le porche s'affaissait d'un côté et les fenêtres étaient sombres et vides, comme des yeux fermés depuis longtemps. Toute la propriété était en train d'être reconquise par la nature. Des roses sauvages et des vignes enchevêtrées grimpaient sur les murs, et la cour était une prairie d'herbes hautes et de fleurs sauvages. Elle n'était pas seulement négligée, elle était sauvage, abandonnée. Pendant un instant, je n'ai ressenti qu'une immense déception. C'était donc ça. C'était ça, le grand héritage, une ruine. L'offre de 5 000 $ du promoteur immobilier me semblait soudain incroyablement généreuse. Je pouvais faire demi-tour immédiatement, retourner dans cette ville désolée et prendre le prochain bus. Je pouvais prendre l'argent et ne jamais regarder en arrière. C'était la chose la plus intelligente à faire. Mais j'avais fait tout ce chemin et j'avais la clé. Je me frayais un chemin à travers les hautes herbes, les graines et les bardanes s'accrochant à mon jean. L'air sous le porche était immobile et lourd. Un fauteuil à bascule était posé dans un coin, recouvert d'une fine couche de poussière et de feuilles, comme si son occupant venait de se lever et de s'en aller. Je me tenais devant la porte d'entrée, le bois gonflé et patiné par le temps. Le trou de la serrure était sombre et rempli de toiles d'araignée.
Je pris une profonde inspiration, ma main tremblant légèrement tandis que je sortais la vieille clé en fer de ma poche. Elle semblait ancienne, une relique d'une époque oubliée. La clé glissa dans la serrure avec un grincement métallique. Elle était dure. Je dus y mettre toute ma force, tournant de tout mon poids. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle était rouillée, que c'était l'échec final. Puis, dans un craquement bruyant, la serrure s'est ouverte. Le son a résonné dans la clairière silencieuse. C'était le bruit de quelque chose de scellé qui s'ouvrait. J'ai poussé la porte. Elle s'est ouverte vers l'intérieur dans un grincement, révélant l'obscurité à l'intérieur. Une vague d'air frais et moisi m'envahit, l'odeur de la poussière, du vieux bois et du temps lui-même. C'était l'odeur d'un endroit qui avait attendu. Je me tenais sur le seuil, pris entre deux mondes, l'extérieur envahi par la végétation et sauvage, et l'intérieur sombre et secret. La note de ma grand-mère me revint à l'esprit. La clé ouvre plus que la porte. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais je savais que je ne pouvais plus faire demi-tour. Je suis entré et la porte s'est refermée derrière moi avec un dernier clic, me plongeant dans les ombres du passé. L'obscurité à l'intérieur de la maison était épaisse, seulement rompue par de minces rayons de lumière qui se frayaient un chemin à travers les vitres sales. Des grains de poussière dansaient dans ces faisceaux pâles, comme de minuscules fantômes oubliés. Mes yeux se sont lentement adaptés et la pièce a commencé à prendre forme autour de moi. C'était un espace ouvert unique, combinant salon, cuisine et salle à manger. Une cheminée en pierre se dressait contre un mur, son foyer froid et noir. Les meubles, un fauteuil usé, une simple table en bois avec deux chaises, une étagère affaissée, étaient tous recouverts de draps blancs, donnant à la pièce l'apparence d'une collection de silhouettes enveloppées. C'était un endroit figé dans le temps. Une tasse et une soucoupe étaient posées sur le petit comptoir près de l'évier, comme si elles attendaient que l'on y verse du thé. Une pile de livres sur la table de chevet était surmontée d'une paire de lunettes de lecture. C'était comme si ma grand-mère avait simplement disparu en plein mouvement. Son absence pesait lourdement dans l'air. Je traversais la pièce, mes pas résonnant de manière anormalement forte sur le parquet qui craquait. Je passais ma main sur le dossier du fauteuil. Le tissu usé était doux sous la poussière. Me souvenais-je de cet endroit? Des images vagues et fugaces me vinrent à l'esprit, comme des fragments de rêve. Un feu crépitant dans la cheminée, l'odeur du pain qui cuit, la sensation d'être petite, blottie dans les bras de quelqu'un, assise dans ce même fauteuil, regardant la neige tomber par la fenêtre. Étaient-ce de vrais souvenirs ou simplement des inventions de mon esprit solitaire au fil des ans? Je n'en étais pas sûr. Officiellement, elle m'avait abandonné, m'avait laissé à une gare routière avec un sac et une note épinglée à ma veste. Mais cette maison ne ressemblait pas à celle d'une femme qui ferait une chose pareille. Elle semblait aimer, elle semblait habiter, elle semblait être un sanctuaire. J'explorais le reste de la petite cabane. Il y avait une chambre avec un lit simple en fer bien fait et une petite salle de bain. Tout était propre, ordonné, immobile. Dans la chambre, au-dessus de la commode, il y avait une seule photo encadrée. C'était moi, beaucoup plus jeune, précoce négociant. Il me manquait une dent de devant et je souriais, tenant d'un petit pot en argile bosselé que je venais manifestement de fabriquer. Derrière moi, les mains posées sur mes épaules, se tenait ma grand-mère. Son sourire était fier, ses yeux remplis d'un amour féroce et protecteur. Je suis resté longtemps à regarder cette photo. C'était la même femme que celle de la photo défraîchie dans ma boîte, mais ici, elle était vivante, rayonnante. C'était la femme de mes souvenirs fragmentés. L'offre du promoteur immobilier résonnait dans mon esprit. 15 000 $, vendre le terrain, vendre cette maison, vendre ce souvenir. Efface tout et recommence à zéro. C'était tellement tentant. Cet endroit était un point d'interrogation douloureux, une énigme que je n'étais pas sûr de vouloir résoudre. La réponse pourrait être pire que le mystère. Peut-être m'avait-elle vraiment abandonné, et tout cela n'était qu'un monument à sa culpabilité. Je suis retourné dans la pièce principale, l'esprit en proie à la confusion et au chagrin. Je m'assis à la table en bois, le chiffon à poussière craquant sous mon poids. Et maintenant, que cherchais-je au juste? Les réponses sont à la maison, disait son mot. Je regardais autour de moi, vraiment cette fois, à la recherche de quelque chose qui n'était pas à sa place.
Mes yeux parcoururent la bibliothèque remplie de vieux livres reliés, de manuels de jardinage, de poésie, de romans classiques. Je passais mes doigts sur la pierre de la cheminée. Je regardais sous les meubles. Rien. C'est alors que je l'ai remarqué. Le sol. Il était en grande partie constitué de larges planches de bois foncé. Mais près de l'âtre, une partie semblait différente. Les planches étaient légèrement plus récentes, d'une teinte plus claire. L'une d'elles présentait une petite encoche presque invisible près du bord. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Je me suis agenouillé, mes doigts suivant les joints. J'ai enfoncé mes ongles dans l'encoche et j'ai tiré. La planche a résisté, puis s'est soulevée dans un léger grincement. En dessous, il y avait un espace sombre et creux, et à l'intérieur, enveloppée dans une toile cirée, se trouvait une boîte en métal. C'était une vieille boîte à munitions, lourde et solide, peinte en verre militaire. Elle avait un loquet solide, mais elle était fermée par un petit cadenas en laiton. Je l'ai soulevée. Elle était lourde et quelque chose a bougé à l'intérieur avec un bruit sourd. Ça devait être ça. Ça devait être ce qu'elle voulait dire. Je cherchais dans la pièce quelque chose pour casser le cadenas. Dans la cheminée, un ensemble d'outils en fer, un tisonnier, des pinces, une petite pelle étaient appuyés contre la pierre. Je pris le tisonnier. Il était lourd dans ma main. J'enfonçais la pointe dans l'anse du cadenas et tournais, y mettant tout mon poids et toute ma frustration. Le métal a craqué, a gémi, puis, dans un claquement sec, le cadenas s'est brisé. Mes mains tremblaient tandis que je déverrouillais le loquet et soulevais le couvercle. Je m'attendais à moitié à trouver de l'argent, des bijoux ou quelque chose de valeur tangible, mais il n'y avait rien de tout cela. La boîte était remplie à ras-bord de lettres, empilées les unes sur les autres et attachées en paquets avec de la ficelle. Et sur le premier paquet se trouvait un seul morceau de papier plié. Je l'ai pris. C'était un certificat de naissance, le mien, Leo Vance. Et sous le nom du père figurait un nom que je n'avais vu que dans mon dossier administratif. Marcus Thorne. Non, Thorne, je me suis corrigé. Marcus Kane, mon père, un homme dont je ne savais rien, sauf qu'il avait disparu avant ma naissance. J'ai eu le souffle coupé. J'ai pris la première liasse de lettres. Elles m'étaient toutes adressées, écrites de la même main élégante et légèrement tremblante. Les cachets de la poste remontaient à près de 10 ans, juste après mon placement dans le système. Elles n'avaient jamais été envoyées. Elles les avaient écrites, datées et conservées, rien que pour moi. J'ai défait de la ficelle du premier paquet et j'ai sorti la lettre du dessus. Le papier était fin, presque translucide à cause de son âge. Je l'ai déplié et j'ai commencé à la lire. Mon cher Léo, cela fait 1 semaine que je t'ai quitté. C'est la semaine la plus longue de ma vie. J'espère que lorsque tu liras cette lettre, tu seras assez grand pour comprendre. J'espère que tu trouveras dans ton cœur la force de me pardonner. Je veux avant tout que tu saches que je ne t'ai pas abandonné. Je t'ai sauvé. L'histoire qu'on t'a racontée est un mensonge nécessaire, un bouclier. La vérité est bien plus dangereuse. Ton père Marcus n'était pas un homme bon. Je l'ai aimé il y a longtemps, mais cet amour m'empêchait de voir la noirceur qui était en lui. Il fréquentait des gens très mauvais, un réseau criminel plus étendu que je ne l'aurais jamais imaginé. Il leur devait beaucoup d'argent. Et quand il n'a plus pu payer, il s'est enfui. Il a disparu, me laissant seul avec toi pour faire face à ses dettes. Ils sont venus nous chercher, Léo. Ils sont venus dans cette maison. Ils voulaient te prendre en otage, comme paiement. Je me suis battu contre eux. Je t'ai caché. Mais je savais qu'ils arrêteraient jamais de te chercher. Le système, l'État, c'est un endroit froid et imparfait. Je le sais. Mais c'est aussi un endroit anonyme. C'est une forteresse de paperasse et de bureaucratie. C'était le seul endroit où je pouvais te cacher, là où ils ne penseraient jamais à chercher. Un enfant abandonné par une vieille femme pauvre est oublié. Un enfant enlevé par des criminels est un pion pour toujours. J'ai donc pris la décision la plus difficile de ma vie. Je t'ai conduit à cette gare routière. J'ai épinglé ce mot à ton manteau. Et je suis parti, le cœur brisé à chaque pas. Je t'ai observé depuis l'autre côté de la rue jusqu'à ce qu'un policier te trouve. Ce fut le jour le plus terrible et le plus nécessaire de ma vie. J'ai dû arrêter de lire. La pièce tournait autour de moi. Toute ma vie, le fondement même de mon identité, reposait sur l'histoire de mon abandon. C'était la blessure centrale qui m'avait façonné.
La colère que j'éprouvais envers ma grand-mère était un bouclier que j'avais utilisé pour me protéger de la douleur. Et maintenant, en quelques phrases, elle l'avait brisé. Ce n'était pas de l'abandon, c'était de la protection. Ce n'était pas une trahison, c'était un sacrifice. Des larmes coulaient sur mon visage, chaudes et soudaines. Je ne pleurais pas pour le garçon qui avait été abandonné. Je pleurais pour la femme qui avait dû partir. Je pleurais pour les années que nous avions perdues, pour le malentendu qui avait défini mon existence. J'ai pris la lettre suivante, puis la suivante, puis la suivante. Je me suis assis par terre dans cette maison silencieuse et poussiéreuse, et j'ai lu pendant des heures, tandis que la lumière extérieure passait de l'or de l'après-midi au bleu profond du crépuscule. Les lettres racontaient les 10 dernières années de sa vie. Elle m'écrivait chaque semaine. Elle me parlait de son jardin, des hivers rigoureux et des beaux printemps. Elle me racontait des histoires sur ma mère, décédée quand j'étais bébé. Elle me parlait de sa propre vie, de ses espoirs, de ses craintes. Et tout au long de ces lettres, elle m'a raconté l'histoire de sa vigilance secrète. Elle avait suivi ma vie à distance, utilisant M. Thorne comme intermédiaire pour obtenir les quelques informations qu'il pouvait légalement obtenir. Elle savait dans quel foyer j'étais. Elle savait quand je traversais des moments difficiles. Elle m'écrivait pour me faire part de sa frustration, de son impuissance à ne pas pouvoir me réconforter. Ils sont toujours là, Léo. Une lettre disait « J'entends parfois murmurer le nom de ton père. Ils n'ont pas oublié leur dette. Tant qu'ils croient que tu es un pupille perdu et oublié de l'État, tu es en sécurité. Dès que je te réclamerai, tu redeviendras une cible. Alors j'attends. Je garde cette maison pour toi. J'en fais un endroit où tu pourras un jour te sentir chez toi. Un endroit où tu seras en sécurité. » Dans une lettre ultérieure, elle évoquait les promoteurs immobiliers. Une entreprise souhaite acheter le terrain. Ils offrent beaucoup d'argent. Mais ce terrain est plus que du bois et de la terre, Léo. C'est notre forteresse. Il est isolé, il est privé, il est défendable. L'argent est tentant. C'est un moyen de rendre mes dernières années plus confortables. Mais c'est ton droit de naissance. C'est ta sécurité. Je ne le vendrai pas. Je le garderai pour toi, quel qu'en soit le prix. Le prix, c'était les arriérés d'impôts. Elle vivait d'une maigre pension, mettant chaque centime de côté dans une épargne secrète, dans l'espoir d'avoir assez pour rembourser la dette avant de me transmettre le terrain. Les dernières lettres étaient écrites d'une main plus faible et plus tremblante. Elle savait qu'elle tombait malade. Elle savait que son temps était compté. « Mon garçon, j'ai peur de ne pas être là pour te remettre ces lettres moi-même. Je suis si fatigué. Monsieur Thorne saura quoi faire. Il te donnera la clé. J'ai économisé ce que j'ai pu. Ce n'est pas beaucoup, mais j'espère que ce sera suffisant. C'est caché là où le soleil se couche le premier, sous l'œil vigilant du vieux chêne. Trouve-le, paye la dette, fais de cet endroit le tien. Mène une vie bonne et tranquille, Léo. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. Pardonne-moi la douleur que je t'ai causée. Sache qu'elle est née d'un amour si intense qu'il a choisi de briser son propre cœur pour que le tien continue de battre en sécurité. » C'était la dernière lettre. Elle était datée de quelques jours avant sa mort. La boîte était désormais vide, à l'exception de mon certificat de naissance et d'une pile d'enveloppes défraîchies qui renfermaient la vérité sur ma vie. La maison était complètement plongée dans l'obscurité. Je n'ai pas pris la peine de chercher l'interrupteur. Je me suis assis dans l'ombre, les lettres serrées dans ma main, et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la grand-mère que je n'avais jamais vraiment connue, et pour le garçon qui avait grandi en croyant qu'il n'était pas aimé. Le poids des 10 dernières années, la colère, la solitude, tout cela m'est tombé dessus. J'étais complètement brisé. Et dans les décombres, pour la première fois, j'ai senti une lueur de quelque chose de nouveau, un sens à ma vie, un sentiment d'appartenance. Cette maison n'était pas une ruine. C'était une promesse. C'était le dernier geste d'une femme qui avait tout donné pour moi. L'offre du promoteur immobilier n'était pas une bouée de sauvetage. C'était une trahison. Vendre ce terrain reviendrait à cracher sur sa tombe. Ce serait comme admettre que son sacrifice n'avait servi à rien. Le choix n'en était pas un. Plus maintenant. Je devais rester. Je devais me battre pour cet endroit. Je devais trouver l'argent qu'elle avait économisé. Je devais faire en sorte que son sacrifice en vaille la peine. J'ai essuyé les larmes sur mon visage avec le dos de ma main poussiéreuse. Je me suis levé.
La première étape était de survivre à la nuit. La deuxième était de trouver le vieux chêne. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où le chemin le plus facile vous semblait être le mauvais? Où vous deviez choisir entre une fuite facile et un combat difficile mais significatif. C'est un moment qui vous définit. C'est là que vous découvrez de quoi vous êtes vraiment fait. Pour moi, ce moment s'est produit dans l'obscurité, dans cette maison froide et silencieuse. Si vous avez déjà été confronté à un tel choix, sachez que vous n'êtes pas seul. Cette communauté, cette chaîne, est destinée aux personnes qui comprennent que les chemins les plus difficiles mènent souvent aux meilleures destinations. Merci d'être là, d'avoir écouté jusqu'ici. Revenons maintenant à notre histoire. La nuit était longue et froide. J'ai trouvé une pile de vieilles couvertures dans un coffre en cèdre au pied du lit et je m'en suis enveloppé pour dormir sur le fauteuil de la pièce principale. La maison gémissait et s'installait autour de moi. C'étaient les bruits d'une vieille structure qui respirait. Chaque craquement, chaque murmure du vent à l'extérieur me semblait être un message du passé. Je n'ai pas beaucoup dormi. Mon esprit tournait à toute vitesse, repassant les mots des lettres, reconstituant la nouvelle réalité de ma vie. La colère que j'avais nourrie pendant si longtemps avait disparu, remplacée par un amour profond et douloureux et une détermination farouche et brûlante. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le soleil qui filtrait à travers les fenêtres sales, dessinant des rayons de lumière sur le sol poussiéreux. Le monde extérieur était animé par le chant des oiseaux. Pour la première fois, le silence de la forêt ne me semblait pas oppressant. Il était paisible. J'avais une mission à accomplir là où le soleil se couchait le premier, sous l'œil vigilant du vieux chêne. Je suis sorti. L'air du matin était vif et pur. J'ai scruté le bord de la clairière qui entourait la maison. La propriété était bordée par une forêt dense sur 3 côtés, mais à l'ouest, le terrain descendait en pente douce vers une petite vallée, offrant une vue dégagée sur l'horizon. C'était forcément là que le soleil se couchait en premier. Et juste au bord de cette pente, ses branches massives s'étendant comme un gardien silencieux, se dressait un énorme chêne ancien. C'était de loin le plus vieux et le plus grand arbre de la propriété, avec son tronc noueux et épais, son écorce comme un vieux visage ridé. L'œil vigilant. Je m'en approchais, mes bottes s'enfonçant dans la terre molle et humide. De près, l'arbre était encore plus impressionnant. Il semblait ancien, puissant. Je regardais autour de son tronc, à la recherche d'un signe de perturbation du sol, d'une pierre déplacée, de n'importe quoi. Le sol était recouvert d'un épais tapis de mousse et de feuilles mortes. Je commençais à creuser à main nue, retirant les couches humides de débris forestiers. Le sol était or et riche, mais solide. J'ai passé 1 heure à faire le tour de l'arbre, à creuser des trous d'essai, sans trouver autre chose que des racines et des pierres. La frustration a commencé à s'installer. Avais-je tort? Était-ce une énigme que je ne comprenais pas? Je me suis appuyé contre le tronc, épuisé et découragé. J'ai levé les yeux vers ces branches tentaculaires, et c'est là que je l'ai vu. Ce n'était pas une tache sur le sol. C'était un endroit dans l'arbre lui-même. À environ 3 mètres de hauteur, là où une grosse branche inférieure rejoignait le tronc, il y avait un creux sombre, une cavité naturelle où le bois s'était pourri au fil des ans. On aurait dit un œil qui regardait la vallée, l'œil vigilant du vieux chêne. Mon cœur bondit. Je devais monter là-haut. L'écorce était rugueuse, offrant de nombreuses prises. Je commençais à grimper, mes mains délicates de citadine s'écorchant contre la surface rugueuse. C'était plus difficile qu'il n'y paraissait. Je me hissais branche après branche jusqu'à atteindre le niveau du creux. Je jetai un œil à l'intérieur. Il était sombre et profond. J'y glissais mon bras, mes doigts effleurant des toiles d'araignée et du bois humide et pourri. Et puis je le sentis. Quelque chose de solide enveloppé dans un tissu. Mes doigts se sont refermés dessus et je l'ai sorti. C'était un autre paquet enveloppé dans une toile cirée, tout comme celui qui contenait la boîte de lettres. Il était lourd, dense. Je suis redescendu prudemment, serrant ma précieuse découverte contre ma poitrine. Je me suis assise par terre au pied du grand arbre, les dos appuyés contre son tronc solide, et j'ai déballé le dernier cadeau de ma grand-mère. À l'intérieur de la toile cirée se trouvait une simple boîte à biscuits en fer blanc. Elle était rouillée sur les bords. Les fleurs peintes sur le couvercle étaient fanées et écaillées. J'ai retenu mon souffle et j'ai soulevé le couvercle. Elle était remplie d'argent liquide,
De vieux billets bien serrés et attachés avec des élastiques. Des billets de 50, 20 et 100 dollars. J'ai commencé à compter, mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à séparer les billets. Les élastiques étaient fragiles et se sont cassés lorsque je les ai retirés. J'ai étalé les liasses sur l'herbe. Quand j'ai eu fini, j'ai recompté pour être sûr. 10 dollars. C'était suffisant. Cela suffisait pour payer les arriérés d'impôts et il restait encore quelques centaines de dollars. Je suis resté assis là longtemps, l'argent étalé devant moi, le soleil matinal réchauffant mon visage. J'ai ri, un rire rauque et étouffé, mi-rire, mi-sanglot. Elle avait réussi. Cette vieille femme calme, féroce et têtue avait réussi. Elle m'avait sauvé la terre. Elle m'avait donné non seulement un foyer, mais aussi un avenir. Le poids de son sacrifice, la force pourée de son amour m'ont envahi. Cette terre n'était plus seulement de la terre et des arbres. C'était un sol sacré. C'était ma responsabilité. Cet après-midi-là, j'ai marché les 8 kilomètres qui me séparaient de la ville de Harmony. La marche me semblait différente cette fois-ci. Je n'étais plus un garçon perdu. J'étais propriétaire foncier. J'avais un but. J'ai trouvé une cabine téléphonique à l'extérieur du magasin général et j'ai composé le numéro figurant sur la carte de visite. Thorne & Associates a répondu une voix claire. Je voudrais parler à Harris Thorne, ai-je dit. Je m'appelle Leo Vance. Il y a eu un silence, puis la voix familière et calme de M. Thorne s'est fait entendre. Léo, je me demandais quand j'aurais de vos nouvelles. Avez-vous eu le temps de réfléchir à l'offre? Oui, répondis-je d'une voix calme et claire. Je refuse l'offre de West Pine Development. Il y eut un moment de silence à l'autre bout du fil. Je pouvais presque l'entendre réfléchir. Léo, dit-il lentement, êtes-vous sûr de votre décision? La dette fiscale est importante. 5 000 $ pourraient vous permettre de vous installer ailleurs. J'en suis sûr, ai-je répondu. Ma grand-mère, elle a laissé des instructions et m'a laissé l'argent pour payer les impôts. Je veux les payer. Je veux garder la propriété. Une autre pause plus longue cette fois. Lorsqu'il a repris la parole, le détachement professionnel avait disparu de sa voix. Il avait été remplacé par quelque chose de chaleureux, quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Eleanor a toujours eu un plein, a-t-il dit, un sourire dans la voix. Très bien, mon garçon, très bien. Voici ce que nous devons faire. Allez à la banque et faites établir un chèque de banque à l'ordre du comté de Cinderet pour le montant total. Je vous retrouverai au bureau du greffier du comté demain matin à 10 heures. Nous enregistrerons le paiement et le transfert de propriété. Nous officialiserons la transaction. D'accord, dis-je, envahi par un sentiment de soulagement. Merci, Monsieur Thorne. Non, Léo, dit-il doucement. Merci. Tu as rendu un vieil homme très heureux. Ta grand-mère serait si fière. Le lendemain fut une succession floue de formalités administratives. J'ai obtenu le chèque de banque, ressentant le poids nerveux de transporter plus d'argent que je n'en avais jamais vu. J'ai retrouvé M. Thorne au palais de justice du comté, un petit bâtiment majestueux qui semblait n'avoir pas changé depuis un siècle. Il m'a guidé tout au long de la procédure, sa présence calme m'apportant une grande sérénité. Nous nous sommes présentés devant une greffière, une femme au visage sévère derrière un haut comptoir, et je lui ai remis le chèque. Elle a tamponné une série de documents avec des bruits sourds, forts et satisfaisants. Et voilà, c'était fait. La dette était payée. Le terrain m'appartenait, libre de toute charge. Alors que nous partions, un homme en costume chic nous a interceptés dans le couloir. Il avait un sourire rusé et prédateur. « Monsieur Vance, a-t-il dit en me tendant la main, « Rick Unell, West Pine Development. J'ai été désolé d'apprendre que vous aviez rejeté notre offre initiale. Je suis ici aujourd'hui pour vous en présenter une nouvelle, 20 000 $ en espèces. Nous pouvons préparer les documents cet après-midi. » Il me regardait, mais je sentais sa condescendance. Il voyait un gamin issu du système, pauvre et désespéré. Il voyait une proie facile. Il y a un an, il y a une semaine, il aurait eu raison. Mais il ne voyait plus ce gamin. Je l'ai regardé droit dans les yeux. La propriété n'est pas à vendre. Son sourire s'est effacé pendant une fraction de seconde. Fiston, soyons réalistes. Cette propriété est une ruine. Il faudra des dizaines de milliers de dollars pour la rendre habitable. C'est une occasion en or pour toi. Prends l'argent et pars. Je ne pars pas, ai-je dit d'une voix calme mais ferme. Je suis chez moi maintenant, si vous voulez bien nous excuser. Je suis passé devant lui, M. Thorne à mes côtés. Je n'ai pas regardé en arrière.
Dehors, sous le soleil éclatant, je me sentais grand comme un géant. J'avais relevé le premier défi, passé le premier test, et je n'avais pas reculé. Monsieur Thorne m'a tapé sur l'épaule. C'était bien joué, Léo. Ils reviendront probablement. Ils n'abandonnent pas facilement. Mais tenez bon. Ce terrain vaut plus que ce qu'ils vous offriront jamais. Il m'a remis un dossier contenant tous les documents officiels tamponnés. Tout cela est à vous maintenant. Quelle est la prochaine étape? Je vais rentrer chez moi, ai-je répondu, et je vais me mettre au travail. Le travail était difficile, plus difficile que tout ce que j'avais jamais fait. La première semaine a été consacrée au triage. J'ai acheté des produits de nettoyage, des sacs poubelles et des outils de base avec les quelques centaines de dollars qui me restaient. J'ai commencé par l'intérieur de la maison. J'ai lavé toutes les surfaces en frottant pour enlever des années de poussière et de saleté. J'ai battu la poussière des vieilles couvertures et aéré toute la maison, laissant le parfum frais et pur de la forêt chasser l'odeur de renfermé. Lentement, minutieusement, la maison a commencé à ressembler moins à une tombe et davantage à un foyer. J'ai appris à vivre simplement. Il y avait un puits avec une pompe à main à l'arrière qui, après beaucoup d'efforts, produisait de l'eau claire et froide. Il n'y avait pas d'électricité, donc mes journées étaient régies par le soleil. Je me réveillais à l'aube et travaillais jusqu'au crépuscule. La nuit, je lisais les livres de ma grand-mère à la lueur d'une bougie. J'ai appris le jardinage, la menuiserie, comment vivre de la terre. Ces livres sont devenus mes professeurs. Le plus grand défi était le toit. Il y avait une douzaine de fuites. Je savais que je n'avais pas les moyens d'engager un professionnel, alors j'ai appris. J'ai lu des livres empruntés à la bibliothèque municipale. Je regardais des vidéos sur mon téléphone quand je captais un réseau. J'ai acheté des tôles et du goudron de toiture avec le peu d'argent qui me restait et j'ai passé une semaine sur ce toit à réparer, colmater et remplacer des panneaux. C'était un travail dangereux et épuisant. Mais quand la première pluie est tombée après que j'ai terminé et que je me suis assis à l'intérieur, au sec et en sécurité, écoutant l'eau tambouriner contre la tôle, j'ai été submergé par un sentiment de fierté et d'accomplissement. J'avais protégé ma maison. Peu à peu, j'ai commencé à tisser des liens avec la petite communauté. Le propriétaire du magasin général, un homme bourru mais gentil nommé S, a commencé à me faire des réductions sur les fournitures. La livreuse, une femme sympathique nommée Mary, s'arrêtait chaque jour pour discuter quelques minutes. Au début, ils se méfiaient de moi et une autre étrangère. Mais ils m'ont vu travailler, ils m'ont vu rester, et dans un endroit comme Harmony, rester signifiait quelque chose. Un jour, S est venu avec sa camionnette. « J'ai entendu dire que tu rénovais la vieille maison des Vance », m'a-t-il dit en s'appuyant contre la porte. « Ta grand-mère était une bonne cliente. Têtue comme une mule, mais une femme bien. » Il a regardé le travail que j'avais fait sur le porche, où j'avais remplacé les planches pourries. « Tu fais ce qu'il faut pour elle. » Il a fait un signe de tête vers le plateau de son pick-up. « J'ai des restes de bois d'un chantier. J'ai pensé que ça pourrait te servir. » Ce n'était pas seulement du bois. C'était une acceptation, c'était le signe que je n'étais plus seulement un intrus. Je faisais partie de cet endroit. Je m'y enracinais. Les mois ont passé. Les saisons se sont succédées. J'ai planté un petit jardin à l'endroit même que ma grand-mère avait décrit dans ses lettres. J'ai labouré la terre, planté les graines et pris soin des petites pousses pendant leur croissance. Lorsque j'ai récolté ma première tomate, réchauffée par le soleil, et que je l'ai mangé là, dans le jardin, son goût m'a procuré plus de satisfaction que n'importe quel repas que j'avais jamais pris. J'étais en vie. Je construisais quelque chose de réel. La maison était toujours rustique, toujours marquée par le temps, mais elle était chaleureuse et sûre. Elle était à moi. Le terrain, autrefois un enchevêtrement sauvage et intimidant, était désormais un havre de paix. Je connaissais chaque chemin, chaque arbre, chaque bruit. Ce n'était plus seulement une propriété. C'était mon sanctuaire, ma forteresse. Je repense souvent à ce jour dans le bureau de Mme Gabla, quand j'étais un garçon de 18 ans qui n'avait rien d'autre qu'un carton et un avenir qui ressemblait à une longue route vide. Je repense aux choix qui s'offraient à moi, l'argent facile ou l'héritage difficile. C'est drôle comme les choses qui semblent être des fardeaux peuvent parfois être nos plus beaux cadeaux. Ce terrain, cette maison. Il ressemblait à une dette, à une ruine.
Mais ils étaient un héritage, non pas d'argent, mais d'amour, de sacrifice, de résilience. Ma grand-mère m'a appris qu'un foyer n'est pas seulement un endroit qui vous est donné. C'est un endroit que l'on construit. C'est un endroit pour lequel on se bat. C'est un endroit que l'on mérite. Elle m'a donné la clé, mais c'était à moi de tourner la serrure, d'entrer et d'avoir le courage d'affronter ce que j'y trouverais. Elle m'a sauvé la vie il y a toutes ces années en me laissant partir, mais elle a sauvé mon âme en me laissant un moyen de revenir. Cet endroit, ce coin tranquille du monde, m'a tout appris. Il m'a appris à travailler, à être autonome, à être patiente. Il m'a appris que le passé ne disparaît jamais vraiment. Il vit dans le sol, dans les murs d'une maison, dans les histoires que nous nous racontons. Et il m'a appris que nous avons le pouvoir de changer cette histoire. Nous pouvons la réécrire. L'abandon peut devenir une protection. Une malédiction peut devenir une bénédiction. Une fin peut devenir un nouveau départ. J'ai toujours ces lettres. Je les garde dans la même boîte en métal. Et je les lis parfois, les nuits froides, quand le feu crépite dans la cheminée. Elles me rappellent d'où je viens et la force incroyable de la femme qui s'est assurée que j'aurais un endroit où aller. Je m'appelle Léo Vance et je suis chez moi. Ce voyage m'a mené d'un enfant perdu dans le système à un homme debout sur sa propre terre. Il ne s'agissait pas seulement d'une maison. Il s'agissait de trouver ma propre histoire, et je tiens à vous remercier de m'avoir permis de la partager avec vous. Si cette histoire vous a touché, si elle a fait écho à quelque chose dans votre propre vie concernant les secondes chances, la famille ou la véritable signification du mot chez soi, je serais honoré que vous vous abonniez et que vous rejoigniez cette communauté. Et j'ai une question à vous poser. Quelle est la chose la plus importante que vous ayez jamais héritée et qui n'avait rien à voir avec l'argent? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux et je crois que nos histoires sont ce que nous avons de plus précieux. Merci de m'avoir écouté. Soyez courageux et sachez que, où que vous soyez, vous avez le pouvoir de construire votre propre. C'est un peu plus close en fait, si on leur donne trop le site, ils passent trop vite. I play off your butt. Nice. Nice, nice. Voilà, faut jouer un peu plus agressif là. Wait for us. Don't pick, don't pick. Остался один враг. Nice. Et voilà. Donne-moi une... Donne-moi un... Все посмеиваются над трудолюбием немцев. Bah, on parlait d'un gars qui stalkait du coup le A, donc Leïla. Donc la duo, ma duo. Et il la stalk et tout, il met des petits papiers dans la boîte aux lettres et tout, il la regarde par son balcon et tout. Genre, elle a un gros stalker qui la suit depuis 4 mois, qui lui donne des petits papiers avec son snap dessus et tout, genre. C'est effrayant, hein, c'est effrayant. Effrayant, genre. Прочь с дороги! It's B probably. I hear nothing. Yeah. B? Yes. Wait, maybe KJ, I'm gonna try to get him. Qu'est-ce qu'elle fait à la Vice? Jet is AFK. Someone playing with Jet? À l'autre mid. No info, Jet, no info. One mid. Going on du Killjoy. 30 секунд. Let them push. Вырубила. Остался один Nice. враг. Идеально. Winnable, let's go. Let's go, winnable! Ouais, c'est game de D-rank là.
Game de déron. Pourtant en carry, hein, pourtant en carry. Pourtant en carry. Et on a gagné quand il était AFK, by the way. Peut-être le problème c'est Jet. Hein. On mid. A lot. Maybe just let them push. Breach result. He's dead. Спайк установлен. Остался один враг. Nice. Nice. Let's go. Si, moi j'ai répondu à Myriam. Juste elle m'entend pas, je crois. Mais j'avais dit que on parlait de stalking et tout. Ça fait peur. Wow, ça fait peur. Et un gars il stalkait. Il mettait des petits mots dans les boîtes aux lettres. Il regardait par le balcon et tout, genre. Voilà. Ça fait peur. Oh, un labrador. Ouais, mais un labrador, il a peur d'être très agressif. Il y a un monde, c'est du A, fais gaffe. Info? Smoke B. B a lot. Not in. Three guys. Nice, don't overpick. Il fait comme un vandale. Il fait comme un vandale. Il fait comme un vandale, wesh. Imagine, ils ont un timing entre nous deux. Non, impossible. Spike na B. Tu Nice, fais la don't vase, là. overpick, guys. Oh my god, Stop. wrong misclick. I misclick. It's okay. I'm gonna smoke. And I also have the rotate. I'm gonna play with him. En fait, il y a un wall sur moi, je peux pas passer. T'inquiète, attendez juste. Ils 30 arrivent pas. секунд. Reste caché, Coming on reste me, caché, coming on me. Остался один враг. Oh, mais J'ai tout eu raté. peur, Kata, j'ai vu la carrière. Nice, good job. Give me Ivan club. que des one tap la team. You don't take. Que des one. This round is very important round, okay? We need to win this one. I have ult. I don't have many money. Coucou Astrena, comment tu vas? If we win this, it's winnable. It's the game win. Let's play around my ult, okay? You can let them go side. I'm gonna ult when they planting. Spike on Même lui, mid. il fait TP. Spike on mid. Dropped. No main A. No one A. Stay main jet maybe. Take space if you can. Smoke link. ISO. Behind you. Yeah. One more. J'ai Kata. Prends la chance. I got one. Si tu peux me cover. Остался один враг. Nice. Идеально. Je t'ai cover de toute mon âme. Voilà. Ah, coucou. Good job. Спайк на миде. Elle est juste là. Матч-пойнт. Поднажмем. Они нас уже боятся. Nice, good job, Chim. Let's win. Allez, winnable. They're gonna ult on site. Maybe just play out of the site and play. Comment tu vas, ma petite Astrena? Désolée, j'ai du délai sur le live. Et en plus d'avoir du délai sur le live, j'ai du délai dans mon cerveau. Désolée, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, ma petite Astrina. On va super bien. Qu'est-ce qui t'amène ici? Comment tu t'es retrouvée là? Ça se bat pour le MJ toutes les deux là. Hein. Ah, vraiment, hein? J'aime bien.
Mais wesh! I'm an ult. I'm dead anyways. Je me suis fait de travers? Адаптируйтесь или умрите! What? On m'a enlevé mon shield à travers. I'm ulted as well. On m'a enlevé mon shield à travers. И вновь, как ни в чем не бывало. Бросаю дымок. One on side. Остался один враг. Вы презрели? One HP Jets. Остался один враг. Nice! GG. Oh, t'as pris l'MG là! Я гений не только в Peut-être pas, hein, peut-être que t'as plus de dégâts, je suis en 22-22. Спасибо. Je sais pas. Et on a gagné! Et j'y croyais pas. hein. Choqué. Mais même moi. J'y croyais pas. Oh, c'est... MJ! Yay! Tout ça pour J'ai gagner un plus que plus moi. 12. Je vais gagner plus 12. Moi, plus 17, et toi? Plus 16. Mais je te dis, voilà, frère. Putain, c'est nul. Oh là là. C'est nul, c'est trop nul! Plus 16. Mais tu vois, il y a Ouais, encore un 17, c'est pas P3 en mieux. face. Il y a encore des platines, tu vois. On n'est pas... C'est pas notre elo, là. hein. Il y a un P3. Bon, on a bien remonté, vraiment, je suis fière de nous. Tout ça en Moi parlant, hein. aussi. Franchement, mais des femmes finalement. Vous arrivez à raconter une anecdote, en plus de ça, on win. Multitâche. Yes. Tu On vas s'en fait rejouer? encore une ou pas? Vas-y. Vas-y. Allez. Moi, c'est ma last après pause. Vas-y, vas-y. Je vais faire pipi. Donc, pique et je pique en dernier. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Матч найден. Encore? Ouais, je vais encore jouer initiateur.